Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de notre série d'histoires pour dormir. Si vous êtes là à 2 heures du matin, faisant semblant de dormir mais en fait procrastinant sur YouTube, vous êtes au bon endroit. Comme toujours, si vous aimez, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche, ça aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose intéressante. Il existe une différence gigantesque entre lire sur l'illumination spirituelle et essayer d'appliquer cela un mardi ordinaire, parce qu'une chose est de méditer au sommet de la montagne, où le plus grand problème est quel nuage observer. Une autre chose complètement différente est d'essayer d'être une personne illuminée quand vous devez payer des factures, travailler, gérer des gens et fondamentalement exister dans le monde réel. Le bouddhisme a de beaux concepts. Compassion universelle, acceptation de l'impermanence, détachement matériel, recherche de la vraie sagesse, tout est très profond, très inspirant, très transformateur. Le problème est que ces enseignements ont été développés dans des monastères et des ashrams, pas dans des bureaux, des hôpitaux, des cuisines ou des bibliothèques. Et là, des questions embarrassantes surgissent. Comment pratiquer une compassion infinie quand vous avez une date limite à respecter? Comment accepter l'impermanence quand vous avez passé 3 heures à faire un travail qui a été gâché? Comment cultiver le détachement quand votre compte est dans le rouge? Comment chercher le vrai soi quand vous avez à peine le temps de vous brosser les dents? La vérité est que la sagesse millénaire fonctionne parfaitement, jusqu'à ce qu'elle rencontre un lundi matin. Là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors détendez-vous, mettez vos écouteurs et découvrons ensemble ce qui se passe lorsque les enseignements bouddhistes quittent le monastère et tentent de survivre dans la vie réelle. Parce que l'illumination est belle, mais la vie réelle n'a pas lu les manuels. Dr Antoine Dubois n'était pas un médecin ordinaire. C'était le genre de médecin qui lisait des textes bouddhistes tibétains entre les chirurgies et croyait sincèrement qu'il pouvait guérir le monde par l'amour universel. Noble mission, logistique exécrable. Paris, en 1825. L'hôpital de la Charité était toujours bondé. Blessures de guerre, maladies mystérieuses, accidents de calèche. Le menu habituel d'une ville qui n'avait découvert ni les antibiotiques ni le bon sens de base en matière de sécurité au travail. Antoine travaillait 12 heures par jour et dormait 6. Routine durable pour quelqu'un qui croyait encore que 30 ans était un âge avancé. Mais notre docteur avait lu sur le karuna, la compassion bouddhiste, et décida qu'il allait révolutionner la médecine par l'amour inconditionnel pour tous les patients. Parce que si Bouddha pouvait avoir de la compassion pour tous les êtres sensibles de l'univers, un médecin pouvait certainement aimer tous les malades de Paris. Mathématiques simples, logique parfaite, réalité complètement différente. Antoine était sur le point de découvrir qu'il existe une différence subtile mais importante entre la compassion illimitée et l'épuisement professionnel aux caractéristiques spirituelles. L'illumination d'Antoine commença un jeudi, après une garde où 3 personnes moururent, et il ne put en sauver aucune. Il était épuisé, frustré, et se demandait s'il n'aurait pas dû devenir marchand de tissus comme son cousin. C'est alors qu'il trouva un manuscrit tibétain sur le karuna qui était arrivé par la route de la soie, probablement avec des épices et des attentes irréalistes sur la nature humaine. Le texte parlait de compassion illimitée, amour inconditionnel pour tous les êtres, la capacité de ressentir la douleur d'autrui comme la sienne et d'agir toujours en pensant au bien des autres. Antoine lut cela et eut une épiphanie de la taille de Paris. Il pratiquait la médecine complètement à tort, traitant les symptômes, pas les personnes, guérissant les corps, ignorant les âmes. En gros, étant un médecin au lieu d'être un Bouddha diplômé, il décida de tout révolutionner sur le champ. Dès le lendemain matin, chaque patient recevrait non seulement un traitement médical, mais un amour sincère, une attention totale, une compassion qui frôlait l'embarras. Il serait le médecin le plus compatissant que le monde ait jamais vu. Peut-être le premier à tenter d'embrasser tous les patients simultanément. Le premier problème apparut lors de la première consultation. Madame Dubois arriva avec des douleurs au dos.
Une chose routinière qui prendrait normalement 5 minutes et une ordonnance de tisane. Mais Antoine avait maintenant une compassion illimitée dans les veines. Il s'assit, la regarda dans les yeux comme s'il allait déchiffrer les mystères de l'univers et lui demanda des nouvelles de sa famille, de ses rêves, de ses peurs et probablement de son opinion sur la météo. Madame Dubois fut enchantée. Enfin, un médecin qui se souciait vraiment. Elle raconta son mari qui buvait plus qu'un chameau dans le désert, ses enfants qui n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent, la solitude qui faisait plus mal que n'importe quel os du corps. Antoine écouta tout avec la patience d'un saint, offrit des conseils, promit de suivre le cas personnellement. 1 heure plus. Tard, elle sortit spirituellement guérie et prête à recommander le médecin miraculeux à la moitié du quartier. Excellent. La compassion fonctionnait comme par magie. Antoine se sentait comme s'il avait découvert le remède à tous les maux de l'humanité. Jusqu'à ce qu'il se retourne et voit la file d'attente qui s'était formée à l'extérieur. 40 personnes attendant au soleil comme s'il allait distribuer du pain et des miracles gratuitement. Les mathématiques commencèrent à devenir intéressantes. Si chaque patient avait besoin d'1 heure d'amour inconditionnel et qu'il avait 10 heures utiles par jour, il pouvait s'occuper d'exactement 10 personnes. Petit détail, 50 arrivaient par jour. Les 40 autres partaient sans traitement, ce qui semblait contredire légèrement le concept de compassion universelle. Antoine tenta d'accélérer le processus tout en maintenant la qualité émotionnelle. 15 minutes de compassion concentrée par personne. Encore, insuffisant. La file grandissait comme une plante après la pluie. Des gens s'évanouissaient en attendant sous la chaleur. D'autres abandonnaient et cherchaient des médecins moins illuminés mais plus rapides. Certaines moururent littéralement dans la file, ce qui n'était certainement pas dans le manuel d'amour universel. Le deuxième jour fut comme le premier, mais en pire. Antoine arriva à 6 heures du matin et trouva 50 personnes campant devant la porte. La nouvelle du médecin, compatissant, s'était répandue plus vite qu'une rumeur sur un marché. Tout le monde voulait être traité avec un amour inconditionnel. Parce que qui ne le voudrait pas, n'est-ce pas? Il tenta d'appliquer la compassion collective. Il réunit tout le monde et expliqua à quel point chaque personne était spéciale et aimée par le cosmos. Résultat, révolte générale. Les gens voulaient une attention individuelle. L'amour générique ne guérissait pas la douleur spécifique. Chacun avait une histoire unique, une souffrance particulière, un besoin désespéré d'être écouté personnellement par quelqu'un qui se souciait vraiment. Antoine commença à sauter des repas pour pouvoir s'occuper de plus de monde. Puis il sauta les pauses. Ensuite, il commença à travailler jusqu'à ce que les coqs chantent à nouveau. La compassion illimitée exigeait des ressources extrêmement limitées. Son propre corps, sa propre santé mentale, son propre temps qui apparemment n'était pas infini comme il l'avait imaginé. Le 3e jour, il réalisa qu'il était sincèrement irrité par les patients. Quel genre de compassion bouddhiste était-ce? Bouddha ne s'est jamais stressé avec personne, mais Bouddha n'a jamais eu non plus à expliquer à 60 personnes pourquoi il aurait besoin de 3 vies pour accorder une attention adéquate à tout le monde. Le problème n'était pas seulement la quantité, c'était aussi la qualité. Chaque personne apportait non seulement des douleurs physiques, mais des traumatismes émotionnels, des problèmes familiaux, des crises existentielles profondes. Antoine découvrit qu'être véritablement compatissant signifiait absorber une quantité industrielle de souffrance humaine par jour. Et contrairement à Bouddha, il n'avait pas de manuel d'instruction pour traiter autant de douleurs d'autrui. À la fin de la première semaine, il était épuisé, en retard, et rêvait des problèmes de ses patients. Il se réveillait en pensant à la veuve, un solitaire, aux commerçants ruinés, aux soldats qui ne pouvaient pas oublier la guerre. La compassion illimitée, apparemment, n'avait pas de bouton d'arrêt ni de manuel de survie. C'est alors qu'il commença à soupçonner qu'il avait peut-être interprété le concept de manière légèrement erronée. La 2e semaine de compassion universelle commença avec Antoine découvrant qu'il était devenu une célébrité locale. Pas du bon genre.
du genre qui vous fait envisager de changer de profession ou du moins de ville. La file d'attente commençait maintenant au coin de la rue, 100 personnes attendant au soleil, comme s'il allait distribuer la guérison à tous les maux de l'humanité, ce qui, techniquement, était exactement ce qu'il avait promis de faire. Petit détail auquel il n'avait pas bien réfléchi avant de commencer. Le problème était logistique. 100 personnes, 10 heures de travail, 60 minutes par heure. Les mathématiques ne collaient pas, même avec de la bonne volonté. Même en donnant 3 minutes de pure compassion à chacun, il restait encore 20 personnes sans soins. Et 3 minutes d'amour universel, c'est essentiellement le temps d'un câlin embarrassant et d'une demi-question sur la famille. Antoine tenta d'optimiser le processus. Il créa un système de triage émotionnel. Les cas simples recevaient 5 minutes de compassion express. Les cas complexes gagnaient 15 minutes d'amour concentré. Les urgences spirituelles avaient droit à une demi-heure d'attention totale. Cela semblait efficace sur le papier. Sur le papier, beaucoup de choses semblent efficaces. Le premier patient du matin était un commerçant avec un mal de tête. Cas simple, 5 minutes. Antoine s'assit, regarda l'homme dans les yeux, lui demanda des nouvelles de sa douleur. Le commerçant en profita pour se confier sur sa femme qui le trompait, ses enfants qui ne le respectaient pas, ses affaires qui avaient fait faillite et ses rêves qui étaient morts avec sa jeunesse. 20 minutes plus tard, Antoine écoutait toujours comment la vie était devenue une succession de déceptions ponctuées de brefs moments d'espoir illusoires. 5 minutes de compassion express se transformèrent en une demi-heure de thérapie gratuite. Le commerçant sortit soulagé, spirituellement guéri. Les 99 autres continuèrent à cuire au soleil, certains s'évanouissant littéralement de chaleur et d'attente. La deuxième patiente était une veuve, atteinte d'arthrite. Cas moyen, 15 minutes prévues. Elle commença par parler de ses articulations douloureuses et termina en racontant ses 40 ans de mariage, ses petits-enfants qui ne venaient jamais, la solitude qui était pire que toute douleur physique. Antoine écouta tout avec une attention sincère, offrit des mots de réconfort, promit de prier pour elle. 1 heure plus tard, la veuve sortit en bénissant le médecin le plus compatissant de Paris. 98. Personne attendait encore. Le soleil était déjà au zénith et semblait personnellement offensé par la situation. C'est alors qu'Antoine réalisa le grand problème de la compassion illimitée. Elle ne reconnaît pas les limites de temps. Chaque personne qui s'asseyait devant lui apportait non seulement des symptômes physiques, mais des décennies de douleurs accumulées, des frustrations gardées, des rêves brisés. Et quand quelqu'un trouve enfin une personne prête à écouter vraiment, il ne s'arrête pas aux 15 minutes prévues. Il tenta d'accélérer les consultations tout en maintenant la qualité émotionnelle. Résultat, les gens perçurent qu'il était pressé et se sentirent encore moins aimés. Certaines commencèrent à pleurer, d'autres furent offensées. Une vieille dame dit qu'il avait perdu sa magie. Apparemment, la compassion chronométrée n'est pas de la vraie compassion. Au milieu de l'après-midi, Antoine était épuisé, pas physiquement, émotionnellement. Il avait absorbé tant de douleurs d'autrui qu'il commençait à se sentir comme une éponge humaine gorgée de souffrance. Chaque histoire triste s'accrochait à son esprit, chaque larme versée devant lui se mêlait aux siennes. Bouddha, pensa-t-il, n'a jamais eu à gérer une file d'attente de services de santé médiévale. Le pire, c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Les gens étaient venus de loin spécifiquement pour trouver le médecin qui se souciait vraiment. Certains avaient marché des heures sous le soleil. D'autres avaient vendu des choses pour payer la consultation. Comment expliquer que la compassion infinie s'était révélée un concept plus compliqué en pratique qu'en théorie? À la fin de la journée, il avait consulté 20 personnes. 80 continuaient dans la file, maintenant organisées par ordre d'arrivée et niveau de désespoir. Certaines avaient monté un campement improvisé. D'autres avaient envoyé un message chez eux, disant qu'elles reviendraient quand Elda pourrait être consultée. Une famille entière avait temporairement déménagé près de l'hôpital. Antoine regarda par la fenêtre et vit cette foule de gens attendant un amour médical personnalisé.
C'est alors qu'il comprit qu'il avait créé un problème plus grand que n'importe quelle maladie qu'il avait traitée. Il n'était plus un médecin pratiquant la compassion bouddhiste. C'était un goulot d'étranglement humain dans le système de santé de Paris. Et la file continuait de grandir. Parce que la nouvelle d'un médecin qui se soucie vraiment se répand plus vite qu'une épidémie. Sauf que c'est plus difficile à contrôler. La 3e semaine, Antoine se réveilla et trouva des gens campant devant la porte de l'hôpital. Pas métaphoriquement, littéralement campant, avec des tentes, des feux de camp et une organisation sociale qui incluait des tours de garde pour tenir la place dans la file et un système d'échange de faveurs basé sur la position d'attente. La situation était complètement hors de contrôle. Ce qui avait commencé comme une expérience spirituelle s'était transformé en une version médiévale du Black Friday. Sauf qu'au lieu de produits en promotion, les gens se disputaient des moments d'attention médicale sincères. Antoine tenta de parler au groupe. Il expliqua qu'il n'était qu'un médecin, pas un gourou, qu'il avait des limitations humaines normales, que la compassion ne signifiait pas un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens écoutèrent poliment et répondirent qu'ils comprenaient parfaitement. Puis, ils demandèrent quand il allait commencer à consulter et s'ils pouvaient amener leurs parents malades qui vivaient dans d'autres villes. L'hôpital où ils travaillaient commença à recevoir des plaintes. D'autres médecins ne pouvaient même pas arriver au travail à cause de la foule bloquant les rues. Les patients avec des urgences réelles devaient se mêler aux personnes cherchant une thérapie spirituelle. Le directeur appela Antoine pour une conversation qui fut techniquement polie, mais chargée de menaces voilées concernant son emploi et sa réputation professionnelle. C'est alors qu'Antoine tenta d'implémenter le système de tickets numérotés. Chaque personne recevait un numéro et serait consultée par ordre d'arrivée. 60 tickets par jour, distribués à 6 heures du matin. Problème résolu, pensa-t-il. Il sous-estima complètement la créativité humaine quand il s'agit de resquiller. Des gens commencèrent à arriver à 2 heures du matin pour garantir un ticket. D'autres envoyèrent de jeunes enfants dormir dans la file pendant qu'elles allaient travailler. Un marché parallèle apparut où les tickets étaient vendus, loués ou échangés contre des services. Une économie entière se développa autour de la compassion du docteur Antoine. Un commerçant astucieux commença à vendre de la nourriture et de l'eau à ceux qui attendaient dans la file. Un autre monta un service de garde-place professionnel. En une semaine, la porte de l'hôpital s'était transformée en un petit marché où la principale marchandise était l'accès à l'amour médical universel. Antoine observa cela avec un mélange d'horreur et de fascination. Il avait accidentellement créé le premier système de santé basé sur la compassion comme produit rare. Les gens ne venaient plus seulement quand ils étaient malades. Ils venaient quand ils se sentaient seuls, tristes, incompris, ou avaient simplement besoin de quelqu'un qui les écoute sans juger. Le problème est que Bouddha n'a jamais spécifié comment opérationnaliser l'amour infini dans une réalité aux ressources finies. Les textes sacrés n'avaient pas de chapitre sur la gestion des files d'attente ou l'épuisement professionnel d'un bodhisattva débutant. La goutte d'eau fut quand une femme s'évanouit après avoir attendu 3 jours pour être consultée. Elle était en bonne santé, elle voulait juste parler de son mariage malheureux. Mais la combinaison de soleil, d'attente et de manque de nourriture adéquate la fit s'évanouir juste devant tout le monde. Antoine dut la prendre en urgence, ce qui retarda tous les autres, ce qui causa une révolte généralisée parmi les personnes qui attendaient déjà depuis des heures. Ce fut à ce moment qu'il comprit quelque chose de fondamental sur la compassion bouddhiste que nul texte n'avait mentionné. Elle doit inclure la compassion envers soi-même. Et la compassion envers soi-même signifie parfois reconnaître que l'on ne peut pas sauver tout le monde seul. Antoine regarda la file interminable, les gens désespérés d'attention, le petit village qu'il avait accidentellement créé à la porte de l'hôpital. Il comprit qu'il avait créé un problème plus grand que n'importe quelle maladie qu'il avait traitée. Il n'était plus un médecin pratiquant la compassion bouddhiste. C'était un goulot d'étranglement humain dans le système de santé de Paris. Et la file continuait de grandir,
Parce que la nouvelle d'un médecin qui se soucie vraiment se répand plus vite qu'une épidémie, sauf que c'est plus difficile à contrôler. Madame Leclerc observa de la cuisine et ressentit une révolte existentielle qui allait bien au-delà de l'ego blessé. Il ne s'agissait pas de reconnaissance, il s'agissait de la futilité cosmique de créer une beauté destinée à disparaître immédiatement. 3 jours de travail artistique détruits plus vite qu'un château de cartes dans une tempête. Ce fut cette nuit-là qu'elle trouva, parmi les affaires d'un moine bouddhiste qui visitait la cour, un texte sur la Nika, l'impermanence universelle. L'idée que tout dans l'existence est transitoire, passager, destiné à changer et à disparaître. La plupart des gens trouvent ce concept libérateur. Madame Leclerc le trouva personnellement offensant. Le texte expliquait comment accepter la nature temporaire des choses était le chemin vers la paix intérieure. Comment s'attacher à quoi que ce soit de permanent causait de la souffrance. Comment la sagesse résidait dans l'embrassement de la fluidité constante de la vie. Madame Leclerc lut cela et pensa « Quelle philosophie défaitiste est-ce là? Si tout était impermanent, alors elle serait la première personne de l'histoire à créer quelque chose qui ne le serait pas. De la nourriture qui durerait éternellement, pas métaphoriquement, littéralement. Des plats qui défieraient le temps, qui resteraient parfaits, quelles que soient les heures, les jours ou les décennies qui passent. Le lendemain matin, Madame Leclerc commença sa première expérience de cuisine éternelle. Elle décida de commencer simple, une sauce hollandaise qui ne caillerait jamais. N'importe quel cuisinier sait que la sauce hollandaise est aussi capricieuse qu'un enfant gâté. Mauvaise température, elle caille. Trop de citron, elle caille. Un regard de travers, elle caille. Madame Leclerc était convaincue qu'elle pouvait maîtriser l'impermanence grâce à une technique supérieure et une volonté française inébranlable. Elle prépara la sauce avec une précision scientifique, contrôla la température au degré près, mesura les ingrédients avec une balance de joaillier, fouetta exactement le temps nécessaire, pas une seconde de plus. La sauce était parfaite, crémeuse, veloutée, avec une acidité équilibrée et une couleur dorée qui ferait pleurer les anges d'émotion. Madame Leclerc en mit une portion dans un bol, la laissa sur le comptoir et attendit. 1 heure plus tard, toujours parfaite. 2 heures, impeccable. 6 heures, commençant légèrement à se séparer mais toujours présentable. Le lendemain, elle s'était transformée en un mélange jaunâtre qui ressemblait à quelque chose de désagréable à regarder. Madame Leclerc n'abandonna pas. Il fallait clairement ajuster la technique. Elle passa la semaine suivante à varier les proportions, les températures, les méthodes de préparation. Tenta d'ajouter des stabilisants naturels, expérimenta différents types de beurre, en vint même à parler à la sauce pendant la préparation, comme si des encouragements personnels pouvaient convaincre les molécules de se comporter. Toutes les expériences se terminèrent de la même manière. Une sauce parfaite pendant quelques heures, suivie d'une détérioration inévitable. L'impermanence gagnait toujours. C'était comme lutter contre la gravité en utilisant seulement la force de la volonté et l'entêtement. Madame Leclerc commença à devenir obsédée. Elle travaillait tard à tester des recettes éternelles, négligeait les banquets réguliers pour se concentrer sur les expériences. Ses assistants chuchotaient qu'elle perdait la raison. L'un d'eux commenta que peut-être accepter que la nourriture se gâte faisait partie d'être chef. La chef l'entendit et faillit lui jeter une cuillère en bois à la tête. Accepter la défaite n'était pas une option. Si Bouddha pensait que l'impermanence était universelle, il n'avait clairement jamais rencontré une Française déterminée avec accès à une vraie cuisine. Le problème était que chaque échec ne faisait qu'augmenter sa détermination. Chaque sauce qui caillait, chaque soupe qui tournait, chaque plat qui se détériorait était la preuve qu'il fallait essayer plus. C'était comme tout miser sur une table de poker cosmique où les cartes étaient des ingrédients et la maison gagnait toujours. Après 1 mois d'expérience infructueuse, Madame Leclerc eut une révélation. Peut-être que le problème n'était pas technique, peut-être était-il philosophique.
Si l'impermanence était une loi universelle, alors elle devait comprendre pourquoi avant de pouvoir la vaincre. Elle décida d'étudier le bouddhisme plus profondément, non pas pour accepter ses enseignements, évidemment, pour trouver des failles dans la logique et explorer les faiblesses de la philosophie. C'était une approche très française. Étudier son ennemi complètement avant de déclarer la guerre. Madame Leclerc ne le savait pas, mais elle était sur le point de découvrir que certaines batailles sont impossibles à gagner parce que l'ennemi n'est pas vraiment l'ennemi. Parfois, ce contre quoi vous vous battez est exactement ce que vous devez comprendre. 2 mois plus tard, Madame Leclerc avait transformé une cuisine royale en une sorte de laboratoire médiéval. Des casseroles expérimentales occupaient chaque recoin libre. Des étagères portaient des flacons avec des ingrédients testés et rejetés. Le plan de travail principal ressemblait à un hôtel dédié à la guerre contre le temps, où des offrandes de sauces ratées s'accumulaient comme preuve d'une bataille perdue. Les autres cuisiniers commencèrent à l'éviter, non par malice, mais par autopréservation. Madame Leclerc avait pris l'habitude d'interrompre le travail normal pour tester des théories impossibles sur la préservation éternelle. Au milieu de la préparation d'un banquet, elle arrêtait tout pour expérimenter une nouvelle proportion d'huile qui pourrait peut-être garder la salade fraîche pendant des semaines. Le résultat était un chaos organisé. Les plats étaient en retard, les épices brûlaient, et la cuisine royale commença à fonctionner autour de l'obsession de la chef principale. C'était comme essayer de diriger un orchestre pendant que le chef d'orchestre insiste pour tester des instruments qui n'existent pas. Madame Leclerc ne percevait pas le problème. Elle était convaincue que chaque expérience ratée la rapprochait de la solution finale. Chaque sauce qui tournait était une leçon précieuse. Chaque plat qui se gâtait révélait un nouvel aspect de la nature temporaire de la matière. C'était de la science appliquée à la cuisine, même si la science était basée sur l'entêtement français et le déni de la réalité physique. Elle commença à tout documenter méticuleusement. Des cahiers remplis de recettes, modifiés d'observations sur la détérioration, de théories sur les raisons pour lesquelles certaines combinaisons duraient plus longtemps que d'autres, des pages et des pages de notes qui ressemblaient au journal de quelqu'un essayant de déchiffrer les secrets de l'univers à travers des ingrédients de cuisine. Le problème fondamental restait inchangé. Tout ce qu'elle créait avait une date de péremption. Peu importait l'approche créative, la précision de la technique ou la détermination de la volonté. L'impermanence gagnait toujours, avec la ponctualité irritante d'une horloge qui ne retarde jamais. Madame Leclerc tenta des approches de plus en plus élaborées. Cuisson à des températures impossibles. Combinaison d'ingrédients qui défiaient le bon sens culinaire. Méthode de conservation qui impliquait d'enterrer des casseroles dans le jardin du palais pendant des semaines. Les jardiniers furent confus de trouver des récipients mystérieux plantés parmi les rosiers. Chaque échec la rendait plus déterminée. C'était comme si la réalité testait personnellement son dévouement. Chaque sauce qui se séparait, chaque plat qui tournait, chaque expérience qui échouait était un affront direct à sa compétence professionnelle et à sa détermination nationale. Les nobles de la cour commencèrent à se plaindre. Pas ouvertement, bien sûr. On ne critique jamais directement la chef principale. Mais des chuchotements apparurent sur des plats qui arrivaient en retard, des saveurs étranges, des textures expérimentales que personne n'avait demandées. Madame Leclerc sacrifiait la qualité présente au nom d'une éternité impossible. Elle commença aussi à lire plus de textes bouddhistes, mais avec l'attitude d'un général étudiant les tactiques ennemies. Elle voulait mieux comprendre cette philosophie de l'impermanence pour pouvoir la vaincre plus efficacement. C'était une approche curieusement française. Connaître l'adversaire pour le vaincre. Les textes parlaient d'accepter la nature transitoire des choses comme un chemin vers la paix. Madame Leclerc lisait cela et pensait « quel manque d'ambition spirituelle ! Si tout était temporaire, alors quelqu'un n'avait simplement pas assez essayé pour rendre quelque chose permanent. »
C'était une question de technique, pas de philosophie. Le point de bascule arriva quand elle tenta de créer ce qu'elle appela la sauce éternelle. Une combinaison de 17 ingrédients différents qui théoriquement devraient rester stables indéfiniment. Elle passa 3 semaines à développer la recette, testa des proportions microscopiques, ajusta l'acidité avec une précision chimique. Le résultat initial fut prometteur. La sauce resta parfaite pendant 2 jours entiers. Madame Leclerc était euphorique. Elle avait enfin brisé la barrière de l'impermanence. Elle avait vaincu Bouddha grâce à la détermination culinaire française. Le 3e jour, la sauce commença à se séparer. Le 4e, elle développa une couleur verdâtre préoccupante. Le 5e, l'odeur suggéra qu'il serait peut-être préférable d'enterrer l'expérience dans le jardin avec les autres échecs. Madame Leclerc regarda ce mélange qui avait représenté 3 semaines de travail obsessionnel et eut une révélation troublante. Peut-être que le problème n'était pas technique. Peut-être était-il vraiment impossible de créer de la nourriture éternelle. Peut-être que Bouddha avait raison sur quelque chose, même s'il était clairement une personne qui n'avait jamais travaillé dans une cuisine professionnelle. Mais accepter la défaite n'était pas une option. Surtout pas pour une Française qui avait mis en jeu sa réputation professionnelle dans une guerre contre les lois fondamentales de la physique à travers une sauce hollandaise. 6 mois après le début des expériences, Madame Leclerc était devenue une personne différente. Pas nécessairement meilleure, certainement plus. Obsessionnelle. La chef qui créait auparavant des plats pour impressionner la noblesse passait maintenant des journées entières à essayer de faire un œuf dur qui ne se gâterait jamais. La transformation était visible pour quiconque connaissait le fonctionnement normal d'une cuisine royale. Madame Leclerc arrivait avant l'aube et partait après minuit. Elle ne mangeait que lorsqu'elle s'en souvenait, dormait quand la fatigue la submergeait et parlait seule en remuant des casseroles remplie d'expériences que personne d'autre ne comprenait. Ses assistants apprirent à travailler autour d'elle comme si elle était un obstacle mobile et imprévisible. Quand Madame Leclerc testait une nouvelle théorie sur la conservation des viandes, il préparait les plats réguliers en silence. Quand elle explosait de frustration parce qu'une autre sauce avait caillé, il faisait semblant que c'était une partie normale du processus culinaire. Le problème avait dépassé les sauces et les soupes. Madame Leclerc essayait maintenant de créer des versions éternelles de plats entiers, du canard rôti qui resterait juteux pour toujours, des pains qui ne durciraient jamais, des desserts qui conserveraient leur texture originale indéfiniment. C'était comme essayer de résoudre un puzzle où toutes les pièces changeaient constamment de forme. La cour commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Pas de manière dramatique, mais d'une manière subtile, qui rend les personnes puissantes irritées. Les plats arrivaient en retard parce que Madame Leclerc était occupée à tester si le vinaigre de cidre empêchait la détérioration des légumes. Les saveurs devenaient étranges parce qu'elles remplaçaient les ingrédients traditionnels par des versions améliorées qui théoriquement dureraient plus longtemps. Un jour, le roi Soleil demanda son plat préféré et reçut une version expérimentale que Madame Leclerc avait modifiée pour résister au temps. Le canard était techniquement comestible, mais il avait un goût de conservateur et une texture de quelque chose qui avait lutté contre la nature et perdu. Le roi mangea poliment et demanda ensuite si la chef allait bien. Cette question frappa Madame Leclerc comme une gifle de la réalité. Elle sacrifiait la qualité présente pour une éternité impossible. Elle négligeait le travail réel pour poursuivre un rêve qui était peut-être fondamentalement impossible. C'était comme abandonner une carrière réussie pour essayer de voler en battant des bras. Mais Madame Leclerc avait déjà investi tant de temps et d'énergie dans son obsession que s'arrêter semblait admettre une défaite totale. 6 mois d'expérience, des centaines de recettes testées, des milliers d'ingrédients gaspillés. Tout cela serait en vain si elle acceptait simplement que la nourriture se gâte parce que c'est la nature de la nourriture. C'est alors qu'elle décida de faire une dernière tentative, une expérience finale.
qui résoudrait la question une fois pour toutes. Si cela fonctionnait, cela prouverait que l'impermanence pouvait être vaincue. Si cela échouait, au moins elle saurait qu'elle avait tout essayé. Madame Leclerc choisit de créer ce qu'elle appela le banquet éternel, un menu complet qui resterait parfait indéfiniment. Pas seulement un plat, mais un repas entier qui défierait toutes les lois connues sur la détérioration alimentaire. C'était ambitieux au point de la folie, mais Madame Leclerc avait déjà dépassé le point où l'ambition modérée avait un sens. Elle travailla pendant des semaines à développer chaque élément. Une soupe qui ne refroidirait jamais ni ne perdrait de saveur. Une viande qui conserverait sa texture originale pour toujours. Du pain qui resterait frais comme s'il venait de sortir du four. Du vin qui ne tournerait pas ni ne perdrait son arôme. Un dessert qui conserverait sa crémeuse et sa douceur éternellement. Chaque composant exigeait des techniques différentes. Chaque ingrédient devait être traité de manière spécifique. Madame Leclerc développa des méthodes qui mélangeaient la cuisine traditionnelle avec des théories improvisées sur la conservation qui auraient probablement fait rire ou pleurer n'importe quel érudit. Le processus consomma 3 semaines entières. Madame Leclerc vécut pratiquement dans la cuisine. Elle dormait sur des chaises quand la fatigue la submergeait. Elle mangeait les restes des expériences qui n'avait pas complètement échoué. Elle vivait dans une bulle d'obsession culinaire où le monde extérieur cessait d'exister. Quand elle eut enfin terminé, le banquet semblait parfait. Chaque plat était impeccable. Les saveurs s'harmonisaient parfaitement. La présentation était éblouissante. Madame Leclerc regarda cette table et sentit qu'elle avait conquis quelque chose d'impossible. Elle avait vaincu l'impermanence grâce à la détermination française et à une technique supérieure. Le banquet resta parfait pendant exactement 6 heures. Après cela, la réalité reprit le contrôle. La soupe refroidit, la viande durcit, le pain sécha, le vin commença à s'oxyder, le dessert perdit sa consistance. En 12 heures, le banquet éternel s'était transformé en une collection de nourriture gâtée que personne ne pourrait manger sans risque pour la santé. Madame Leclerc s'assit devant cette table et comprit enfin quelque chose que Bouddha essayait probablement d'expliquer depuis des siècles. Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées parce que ce ne sont pas vraiment des batailles. Ce n'est que la nature des choses étant exactement ce qu'elle a toujours été. Après l'effondrement du banquet éternel, Madame Leclerc passa 3 jours assise sur une chaise de cuisine, regardant les restes de son obsession. Non pas avec tristesse, mais avec une perplexité profonde. Comme quelqu'un qui vient de découvrir que 2 plus 2 a toujours fait 4, peu importe. Et combien de fois vous essayez de prouver que cela devrait faire 5. Elle avait passé 8 mois à lutter contre quelque chose qui n'était pas son ennemi. L'impermanence ne détruisait pas son travail par malice. Elle existait simplement, comme la gravité ou le fait que l'eau mouille. Lutter contre cela, c'était comme être en colère contre le soleil, parce qu'il se lève tous les jours au même endroit. La révélation ne vint pas comme un éclair d'illumination dramatique. Elle vint comme une profonde lassitude. Madame Leclerc n'avait tout simplement plus l'énergie de continuer une guerre qui n'avait jamais eu de sens depuis le début. C'était comme découvrir que vous aviez passé des années à vous battre contre votre propre ombre. Elle commença à relire les textes bouddhistes, mais maintenant avec une attitude différente. Non pas comme un général étudiant les tactiques ennemies, mais comme quelqu'un de véritablement curieux de ce que ces mots signifiaient réellement. Et pour la première fois, ils commencèrent à prendre un sens qui n'était pas seulement intellectuel. L'impermanence n'était pas un défaut de l'univers qui devait être corrigé. C'était simplement la façon dont les choses fonctionnaient. La nourriture se gâtait, les gens vieillissaient, les saisons changeaient, les empires tombaient. Non pas parce que quelque chose n'allait pas avec le monde, mais parce que le changement constant était exactement ce qui permettait à la vie d'exister. Madame Leclerc réalisa qu'elle avait créé des problèmes, là où il n'y en avait pas. Ces plats avaient toujours été temporaires, et cela n'avait jamais été un problème auparavant.
Les gens mangeaient, appréciaient et gardaient des souvenirs. L'impermanence de la nourriture était ce qui rendait chaque repas spécial. S'il durait éternellement, il perdrait complètement son sens. C'était comme découvrir que vous essayiez de résoudre un puzzle qui était déjà assemblé depuis le début. Elle recommença à cuisiner normalement, mais quelque chose avait changé. Pas dans la technique, qui avait toujours été excellente, dans l'attitude. Madame Leclerc commença à prêter une attention différente au processus. Elle observa comment les ingrédients se transformaient pendant la cuisson, comment les saveurs évoluaient et comment les textures changeaient. C'était une leçon pratique de bouddhisme, appliquée à la cuisine, même si elle n'utilisait jamais ces mots. Parce que la vérité sur l'impermanence n'avait pas besoin d'explications théoriques. Elle avait juste besoin d'une acceptation pratique. Madame Leclerc avait commencé en essayant de vaincre Bouddha à travers une sauce hollandaise. Elle finit par découvrir que Bouddha aurait probablement été un excellent chef s'il avait choisi de cuisiner au lieu de méditer. Tous deux comprenaient que résister à la nature des choses était une recette garantie de frustration inutile. 2 ans après la guerre ratée contre l'impermanence, Madame Leclerc était devenue une chef différente, pas techniquement meilleure, car sa technique avait toujours été impeccable, mais définitivement plus sage. C'était le genre de sagesse qui ne vient qu'après avoir passé des mois à essayer de faire quelque chose d'impossible, et finalement accepter que c'était impossible pour de bonnes raisons. La cuisine royale fonctionnait mieux que jamais. Les plats sortaient à l'heure, avec des saveurs équilibrées, une présentation impeccable. Madame Leclerc avait cessé d'essayer d'améliorer la nature et avait commencé à travailler avec elle. C'était comme la différence entre ramer à contre-courant et apprendre à naviguer en utilisant la force de l'eau. Elle découvrit également qu'accepter l'impermanence ne signifiait pas renoncer à préserver les choses. Cela signifiait préserver de la bonne manière, au bon moment, pendant le bon temps. Madame Leclerc développa des techniques de conservation qui fonctionnaient dans les limites naturelles. Elle n'essayait pas de créer de la nourriture éternelle, mais de la nourriture qui durait exactement le temps nécessaire. Ces confitures duraient des mois, parce qu'elle travaillait avec l'acidité naturelle des fruits. Ces fromages vieillissaient parfaitement parce qu'elle respectait le processus de fermentation. Ces viandes salées restaient savoureuses parce qu'elle comprenait comment le sel et le temps travaillaient ensemble. C'était de la conservation par la coopération avec la nature, pas une guerre contre elle. Le plus intéressant était la façon dont d'autres cuisiniers commencèrent à demander conseil à Madame Leclerc. Non pas sur des recettes spécifiques, mais sur l'attitude. Comment gérer les plats qui ne sortaient pas comme prévu? Comment accepter que les ingrédients échouaient parfois? Comment travailler avec la réalité au lieu de la combattre? Madame Leclerc devint une sorte de thérapeute culinaire accidentelle. Les gens venaient pleurer sur des sauces qui avaient caillé, des pains qui n'avaient pas levé, des viandes qui étaient devenues dures. Elle écoutait patiemment et expliquait ensuite que l'échec faisait partie normale de la cuisine, que tenter de tout contrôler était une recette garantie de frustration constante. C'était du bouddhisme pratique appliqué à la cuisine, même si elle utilisait rarement la terminologie bouddhiste, parce que les vérités sur l'impermanence, l'acceptation et le travail avec la réalité fonctionnaient parfaitement bien lorsqu'elles étaient expliquées à travers le comportement d'une sauce hollandaise. Un jour, un jeune cuisinier demanda quel était le secret pour ne jamais avoir de plat qui se gâtait. Madame Leclerc rit et répondit que ce secret n'existait pas. Le secret était d'accepter que les plats se gâtent, d'apprendre de cela et de continuer à cuisiner. C'était comme demander quel est le secret pour ne jamais tomber en apprenant à marcher. Elle appliqua également cette compréhension au-delà de la cuisine. Elle cessa de s'irriter lorsque les assistants faisaient des erreurs. L'erreur faisait partie de l'apprentissage, et l'apprentissage était un processus qui fonctionnait par essai, erreur, ajustement, répétition. Elle cessa d'être frustrée lorsque les nobles faisaient des demandes impossibles. L'impossible était une information utile, pas une offense personnelle. Madame Leclerc commença à donner des cours informels à
D'autres cuisiniers, non pas sur des techniques spécifiques, mais sur l'attitude. Comment travailler avec des ingrédients capricieux? Comment gérer des équipements qui tombaient en panne? Comment maintenir la qualité sans lutter contre la réalité fondamentale que les choses changent constamment? Ces cours étaient populaires parce qu'elles parlaient de problèmes réels que chaque cuisinier rencontrait. Personne d'autre ne parlait de la façon de gérer émotionnellement les échecs culinaires. Tout le monde enseignait la technique, mais personne n'enseignait comment maintenir sa santé mentale lorsque la technique rencontrait la réalité et découvrait que la réalité gagne toujours. C'était une éducation pratique sur l'acceptation des limitations sans renoncer à l'excellence. Comment être ambitieux dans des paramètres réalistes? Comment créer une beauté qui durait le temps approprié au lieu d'essayer de créer une beauté éternelle qui ne fonctionnerait jamais? Le roi remarqua le changement et promut Madame Leclerc au poste de superviseur général de toutes les cuisines du palais. Non seulement parce qu'elle cuisinait bien, mais parce qu'elle maintenait d'autres personnes à bien cuisiner aussi. Elle était devenue une leader grâce à la sagesse pratique, pas seulement à la compétence technique. Madame Leclerc accepta la promotion avec la même attitude qu'elle appliquait à la cuisine. Elle ferait le meilleur travail possible dans les circonstances existantes. Elle n'essaierait pas de tout contrôler, mais influencerait ce qui pouvait être influencé. Elle travaillerait avec les gens et les situations tels qu'ils étaient, pas tels qu'elle aurait aimé qu'ils soient. Ces carnets d'expériences ratées devinrent du matériel d'étude pour d'autres cuisiniers. Non pas comme des exemples d'échecs, mais comme une documentation honnête sur la façon dont l'apprentissage fonctionnait réellement. Chaque recette qui n'avait pas fonctionné contenait des leçons précieuses sur les ingrédients, les techniques et surtout sur l'acceptation que tout ne fonctionne pas du premier coup. Des années plus tard, lorsque de jeunes cuisiniers posèrent des questions sur la période où elle avait tenté de créer de la nourriture éternelle, Madame Leclerc souriait et disait que cela avait été une éducation précieuse, pas sur la cuisine, mais sur la réalité. Parfois, il faut essayer quelque chose d'impossible pour comprendre pourquoi c'est impossible. Et comprendre pourquoi c'est impossible est parfois plus précieux que de réussir à faire le possible. Bouddha, pensait-elle, aurait probablement approuvé cette conclusion. La sagesse par l'expérience directe, même lorsque l'expérience directe enseigne que vous aviez complètement tort depuis le début. Madame Leclerc découvrit que l'impermanence n'était pas un ennemi à vaincre, mais une réalité à accepter. 2 ans à lutter contre une sauce hollandaise qui insistait pour cailler lui avait appris plus sur la sagesse bouddhiste que n'importe quel texte sacré. Résultat, elle devint la meilleure chef du royaume, juste au moment où elle cessa d'essayer de créer de la nourriture éternelle. Pendant que Madame Leclerc faisait la paix avec la nature temporaire des choses en France, de l'autre côté de l'Europe, un mathématicien italien était sur le point de découvrir que le karma fonctionnait d'une manière légèrement différente de la comptabilité de base. Léonard de Pise était le genre de personne qui croyait sincèrement que tout dans l'univers pouvait être calculé, mesuré et organisé en feuilles de calcul bien rangées. Pise, en 1240. Léonard venait de lire un texte bouddhiste sur le karma, la loi de cause à effet. Sa réaction fut immédiate et prévisible. Si le karma était un système d'action et de conséquences, alors il devrait être possible de créer une feuille de calcul pour suivre les débits et crédits spirituels avec une précision mathématique. Bouddha n'avait clairement jamais travaillé comme comptable. Léonard de Pise n'était pas un comptable ordinaire. C'était le genre de mathématicien qui parvenait à transformer n'importe quel aspect de la vie en chiffres organisés, en feuilles de calcul détaillées et en systèmes de contrôle qui avaient un sens parfait sur le papier. Un talent authentique, une application discutable. Pise en 1240. La ville bouillonnait de commerce international, d'argent circulant, de prêts étant calculés. Léonard dirigeait le cabinet comptable le plus respecté de la région, où les chiffres dansaient en parfaite harmonie et chaque pièce avait une place spécifique dans le grand système financier médiéval. Il avait une obsession particulière pour la précision.
Chaque débit devait avoir un crédit correspondant. Chaque transaction devait être documentée. Chaque compte devait être exactement équilibré. C'était le genre de personne qui perdait le sommeil en découvrant une différence d'une pièce dans les livres comptables. Quand Léonard trouva un texte bouddhiste sur le karma, la loi de cause à effet, il eut une réaction immédiate et prévisible. Si l'univers fonctionnait par des actions qui généraient des conséquences proportionnelles, alors il était clairement possible d'appliquer les principes comptables aux questions spirituelles. Il allait créer le premier système de comptabilité karmique de l'histoire, des débits et crédits spirituels organisés avec la même précision qu'il utilisait pour suivre les pièces d'or. Bouddha n'avait probablement jamais imaginé que quelqu'un tenterait de transformer l'illumination en feuille de calcul Excel médiévale. L'obsession de Léonard commença un mardi, après une journée particulièrement frustrante, à essayer d'équilibrer les livres d'un commerçant qui n'avait clairement jamais entendu parler d'organisation financière. Entre des piles de documents mal organisés et des calculs qui semblaient avoir été faits par quelqu'un utilisant ses pieds, Léonard trouva un manuscrit bouddhiste abandonné sur une table. Le texte parlait de karma, l'idée que chaque action génère une conséquence proportionnelle, que les bonnes actions créent des résultats positifs, les mauvaises actions génèrent des résultats négatifs, qu'il existe une comptabilité cosmique où tout est enregistré et équilibré éventuellement. Léonard lut cela et eut une révélation de la taille de Pise. C'était de la comptabilité appliquée à l'univers entier, un système de débits et de crédits qui fonctionnait à l'échelle cosmique. S'il parvenait à comprendre les principes de base, il pourrait créer une feuille de calcul pour suivre sa position spirituelle avec la même précision qu'il utilisait pour suivre sa position financière. Léonard passa la nuit à développer ce qu'il appela le système de comptabilité karmique. Chaque action humaine serait cataloguée, évaluée et enregistrée. Les bonnes actions généreraient des crédits spirituels. Les mauvaises actions créeraient des débits. L'objectif était de maintenir un solde positif constant pour garantir des conséquences favorables. La première étape était d'établir un barème de valeur. Léonard décida qu'aider un mendiant valait 5 points karmiques. Mentir coûtait 3 points, voler était un débit de 10 points, tuer quelqu'un générait un débit de 100 points, sauver une vie créait un crédit de 100 points. C'étaient des mathématiques appliquées à la moralité avec une précision comptable. Le système semblait fonctionner parfaitement sur le papier. Léonard créa des catégories pour différents types d'actions, des subdivisions pour considérer l'intention et le contexte, des multiplicateurs pour les actions qui affectaient plusieurs personnes. C'était complexe, détaillé et organisationnellement parfait. C'était aussi complètement basé sur l'idée que l'univers fonctionnait comme une banque cosmique. Léonard commença à tester le système dans sa propre vie. Il se réveillait chaque matin, révisait les actions de la veille, calculait les gains et pertes karmiques, planifiait des activités pour améliorer son solde spirituel. C'était comme tenir 2 livres comptables, un pour l'argent, l'autre pour l'âme. Les résultats initiaux furent encourageants. Léonard devint plus attentif aux autres, plus honnête dans les affaires, plus généreux avec les aumônes. Son solde karmique était constamment positif. Selon ses calculs, il accumulait suffisamment de capital spirituel pour garantir plusieurs vies futures de prospérité. Le problème apparut lorsque Léonard tenta de vérifier si le système fonctionnait en pratique. Après 1 mois à maintenir un solde karmique positif de plus de 500 points, il s'attendait à voir des améliorations évidentes dans sa propre vie. Plus de clients, une meilleure santé, des problèmes résolus automatiquement. Après tout, il avait suffisamment de crédits karmiques pour acheter, ont quelques conséquences positives. Rien ne se passa. Sa vie continua exactement la même. Les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, la même routine. C'était comme déposer de l'argent dans une banque et découvrir que le compte n'existait pas. Léonard révisa les calculs.
Peut-être avait-il sous-estimé la valeur de certaines actions négatives ou surestimé la valeur des positives. Il passa des semaines à ajuster le barème de points, à recalculer d'anciennes transactions, à affiner le système pour une plus grande précision mathématique. Pourtant, rien ne changea. Léonard avait un solde karmique théoriquement excellent, mais aucune preuve que cela signifiait quoi que ce soit de pratique. C'était comme avoir une fortune en monnaie que personne d'autre ne reconnaissait comme valide. Il tenta des approches plus sophistiquées. Peut-être que le karma fonctionnait avec des intérêts composés, ou peut-être y avait-il des frais de transaction qu'il n'avait pas pris en compte. Ou peut-être que certaines actions avaient une valeur karmique variable selon des facteurs externes qu'il n'avait pas encore identifiés. Léonard créa des feuilles de calcul de plus en plus complexes, des graphiques montrant les tendances karmiques au fil du temps, des projections sur le solde futur basées sur le comportement actuel, des analyses comparatives entre différentes stratégies d'accumulation de points. C'était comme gérer un portefeuille d'investissement spirituel. Le travail consommait plus de temps que sa comptabilité réelle. Léonard passait des heures par jour à mettre à jour les registres karmiques, à calculer de nouvelles stratégies pour maximiser les points positifs, à analyser pourquoi les résultats n'apparaissaient pas. C'était comme être accro à un jeu où personne n'avait vraiment expliqué les règles. Le point de bascule arriva lorsque Léonard réalisa qu'il traitait la gentillesse comme un investissement financier. Il aidait les gens en calculant le retour karmique. Il évitait les actions négatives par peur des débits spirituels. Il avait transformé la moralité en stratégie d'optimisation des points. C'était comme découvrir qu'il était gentil pour des raisons complètement erronées. Léonard commença à soupçonner qu'il avait peut-être compris quelque chose de fondamentalement faux sur le fonctionnement du karma. Ou peut-être que le karma ne fonctionnait pas comme un système bancaire cosmique, indépendamment de ce que les textes bouddhistes semblaient suggérer. 3 mois après le début de l'expérience karmique, Léonard était devenu une personne étrange à côtoyer. Pas malveillante, mais calculatrice d'une manière qui faisait que les gens se sentaient comme des éléments dans une feuille de calcul. Il analysait chaque interaction sociale à travers les lentilles du débit et du crédit spirituel. Quand quelqu'un demandait une faveur, Léonard calculait mentalement combien de points karmiques il gagnerait en aidant. Quand quelqu'un l'irritait, il pesait si exprimer son irritation coûterait plus de points que d'avaler le sentiment. Les conversations normales devinrent des transactions où il tentait de maximiser son solde positif par une gentillesse stratégique. Ses assistants au bureau remarquèrent le changement. Léonard avait toujours été méticuleux, mais il était maintenant obsédé par la précision morale. Il corrigeait de petites erreurs qu'il ignorerait auparavant. Il rendait la monnaie supplémentaire que les commerçants donnaient par erreur. Il offrait de l'aide à toute personne qui semblait en avoir besoin, même lorsqu'il était occupé. En théorie, c'était un comportement exemplaire. En pratique, cela semblait forcé et artificiel. Léonard était gentil de la même manière qu'il faisait de la comptabilité, avec une attention obsessionnelle aux détails et une concentration totale sur le résultat final. C'était comme regarder quelqu'un essayer d'être spontané en sautisson, suivant un manuel d'instruction. Le système de notation créait également des dilemmes éthiques bizarres. Léonard découvrit que certaines actions moralement ambiguës étaient difficiles à classer. S'il mentait pour protéger les sentiments de quelqu'un, était-ce un débit pour le mensonge ou un crédit pour la gentillesse? S'il refusait de donner l'aumône à quelqu'un qui allait clairement la dépenser en boisson, était-ce de la sagesse ou de l'égoïsme? Ces situations exigeaient des sous-catégories de plus en plus complexes. Léonard créa des systèmes de notation séparés pour l'intention versus le résultat, des tableaux pour les actions qui généraient des conséquences mitigées, des multiplicateurs pour les situations où le contexte altérait la valeur morale de l'action. C'était comme essayer de créer une formule mathématique pour toutes les nuances possibles du comportement humain. Plus le système devenait détaillé, moins il devenait utile. Léonard passait plus de
tant à calculer la valeur karmique des actions qu'à exécuter les actions. C'était comme passer tellement de temps à étudier une carte qu'on oubliait de voyager. La situation empira lorsque Léonard tenta d'appliquer la comptabilité karmique aux autres. Il commença à observer le comportement des gens, calculant mentalement leur solde spirituel. Il faisait des estimations sur la position karmique des clients en fonction de la façon dont il traitait les assistants. Il créa des profils spirituels de connaissances basés sur l'historique des actions observées. C'était comme être un auditeur cosmique non officiel de tout le monde autour de lui. Léonard développa des opinions sur qui méritait des conséquences positives et qui accumulait des débits dangereux. Il était devenu un juge spirituel sans autorisation ni qualification pour le poste. Le problème le plus sérieux était que le système ne fonctionnait tout simplement pas comme prévu. Léonard maintenait un solde karmique constamment positif depuis des mois, mais sa vie ne s'était pas améliorée visiblement. Il rencontrait toujours les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes défis. C'était comme si l'univers ignorait complètement ses calculs minutieux. Il commença à douter de la validité du karma. Peut-être que Bouddha avait tort, ou peut-être que le karma était une force plus subtile, moins mathématique que ce qu'il avait imaginé. Il relut les textes bouddhistes, cherchant des indices, des exceptions, des notes de bas de page qui expliqueraient pourquoi son système ne fonctionnait pas. Le point de bascule arriva quand il réalisa qu'il était devenu obsédé par les chiffres et avait oublié l'essence. Le karma n'était pas une comptabilité, c'était une loi naturelle, comme la gravité. Vous ne calculez pas la gravité, vous l'acceptez et vous travaillez avec elle. Si vous lâchez une pomme, elle tombe. Peu importe si vous avez un solde karmique positif ou négatif. La pomme tombe. Léonard comprit que le karma n'était pas une monnaie d'échange. Ce n'était pas un système de récompense et de punition. C'était une description de la façon dont les choses fonctionnaient. Chaque action a une conséquence. Mais la conséquence n'est pas toujours immédiate, ni toujours ce que vous attendez, et elle n'est pas toujours mesurable en points. Il avait transformé une sagesse profonde en un jeu de points, et il était en train de perdre parce qu'il jouait selon les mauvaises règles. Après l'effondrement de son système de comptabilité karmique, Léonard passa 3 jours enfermé dans son bureau, entouré de feuilles de calcul et de parchemins. Non pas avec tristesse, mais avec une sorte de soulagement. Comme quelqu'un qui a essayé de résoudre un problème impossible et qui réalise enfin que le problème n'était pas le problème, mais sa tentative de le résoudre. Il avait passé des mois à essayer de quantifier l'inquantifiable, à transformer la fluidité de la vie en colonnes et en lignes, à réduire la complexité de l'existence humaine à des chiffres. Et il avait échoué, non pas parce qu'il était un mauvais mathématicien, mais parce que certaines choses ne sont pas faites pour être calculées. Il commença à relire les textes bouddhistes, mais cette fois sans stylo ni papier, juste en lisant, en essayant de comprendre. Et pour la première fois, les mots commencèrent à résonner d'une manière différente. Le karma n'était pas une punition ou une récompense. C'était une opportunité. Chaque action était une chance de créer un avenir différent. Pas un avenir mesurable en points, mais un avenir de croissance, de compréhension, de paix. Léonard réalisa qu'il avait été obsédé par le résultat et avait oublié le processus. Le but n'était pas d'accumuler des points karmiques. Le but était d'être une meilleure personne. Et être une meilleure personne n'était pas une question de calcul, mais de choix quotidiens, petits et grands, qui s'additionnaient pour former une vie. Il retourna à son travail de comptable, mais avec une nouvelle perspective. Il était toujours méticuleux, mais il était aussi plus humain. Il aidait ses clients non pas pour les points karmiques, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il était honnête non pas pour éviter les débits, mais parce que c'était sa nature. Il découvrit que la vraie richesse n'était pas dans les chiffres, mais dans les relations, dans la confiance qu'il construisait avec ses clients, dans le respect qu'il gagnait de ses assistants, dans la paix intérieure qu'il trouvait en faisant simplement son travail du mieux qu'il pouvait, sans attendre de récompense. Léonard commença à donner des conseils à d'autres commerçants.
non pas sur la comptabilité, mais sur la vie, sur l'importance de l'honnêteté, de la gentillesse, de la patience. Il parlait de la loi de cause à effet, mais pas comme un système de points, mais comme une façon de comprendre le monde, que chaque action a une conséquence et que nous sommes responsables de nos actions. Ces conseils étaient appréciés parce qu'ils étaient pratiques et sincères. Il ne parlait pas de théories complexes, mais de la vie quotidienne. Comment gérer les difficultés, comment faire face aux échecs, comment trouver la paix dans un monde incertain. Il était devenu une sorte de sage local, un homme qui avait trouvé la sagesse non pas dans les livres, mais dans l'expérience. Le maire de Pise, impressionné par sa sagesse, lui demanda de devenir son conseiller personnel. Léonard accepta, mais à une condition: il ne ferait pas de calcul karmique pour le maire. Il lui donnerait des conseils basés sur la sagesse, pas sur les chiffres. Léonard de Pise, le mathématicien qui avait essayé de transformer le karma en comptabilité, finit par devenir un homme qui comprenait que la vie n'était pas une équation à résoudre, mais une expérience à vivre. Et que la vraie sagesse ne se trouvait pas dans les chiffres, mais dans le cœur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par la vie réelle, souvenez-vous du docteur Antoine Dubois, de Madame Leclerc et de Léonard de Pise. Ils ont essayé de dompter le bouddhisme avec la logique et les feuilles de calcul, et ont découvert que la vie est plus complexe que n'importe quel manuel. Mais ils ont aussi découvert que la vraie sagesse ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter ce qui ne peut être contrôlé et à trouver la paix au milieu du chaos. Bonne nuit et beaux rêves. Mais de 2 ans après l'effondrement de son système de comptabilité karmique, Léonard de Pise était devenu une figure respectée dans toute la région. Non pas comme un mathématicien qui avait essayé de transformer la spiritualité en feuille de calcul, mais comme un homme qui avait appris que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la compréhension profonde de la nature humaine et de la complexité de l'existence. Sa transformation était remarquable. L'homme qui avait autrefois passé des heures à calculer des points karmiques passait maintenant son temps à écouter les gens, à offrir des conseils pratiques et à aider sa communauté de manière qui ne pouvait pas être quantifiée. Il avait découvert que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les soldes positifs, mais dans les relations authentiques et la paix intérieure. Léonard commença à écrire un livre sur son expérience. Non pas un manuel de comptabilité spirituelle, mais une réflexion honnête sur les dangers de vouloir tout contrôler et mesurer. Il écrivit sur l'importance d'accepter l'incertitude, de vivre avec compassion sans attendre de récompense et de trouver la joie dans les petits moments quotidiens qui ne peuvent pas être calculés. Le livre devint populaire parmi les commerçants et les érudits de la région, pas parce qu'il offrait des solutions faciles, mais parce qu'il parlait honnêtement des défis de vivre une vie éthique dans un monde complexe. Léonard avait transformé son échec en sagesse et sa sagesse en service aux autres. Des années plus tard, quand des étudiants lui demandaient s'il regrettait d'avoir essayé de créer un système de comptabilité karmique, Léonard souriait et répondait que c'était la meilleure erreur qu'il ait jamais faite. Parce que parfois, il faut essayer de mesurer l'immesurable pour comprendre pourquoi certaines choses sont précieuses, précisément parce qu'elles ne peuvent pas être quantifiées. Il avait appris que le karma n'était pas un système bancaire cosmique, mais une invitation à vivre consciemment, que chaque action était une opportunité de créer plus de bonheur ou moins de souffrance dans le monde, et que la vraie récompense n'était pas dans un solde positif, mais dans la satisfaction de savoir qu'on avait fait de son mieux avec les circonstances données. Léonard de Pise, l'homme qui avait essayé de transformer la sagesse en mathématiques, finit par comprendre que la vraie sagesse transcende tous les systèmes de mesure. Elle se trouve dans la capacité d'aimer sans condition, d'agir avec intégrité, sans attendre de reconnaissance, et de trouver la paix au milieu de l'incertitude constante de la vie. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes ces histoires, que la sagesse véritable ne consiste pas à maîtriser la vie, mais à apprendre à danser avec elle,
à accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons choisir comment répondre à ce qui nous arrive, à comprendre que la beauté de l'existence réside précisément dans son imprévisibilité, sa complexité et sa capacité constante à nous surprendre. Dr Antoine Dubois, Madame Leclerc et Léonard de Pise ont tous commencé avec de nobles intentions. Ils voulaient améliorer le monde en appliquant la sagesse bouddhiste à leurs domaines respectifs. Mais ils ont découvert que la vraie transformation ne vient pas de l'application mécanique de principes spirituels, mais de l'acceptation humble de nos limitations et de l'engagement sincère à faire de notre mieux dans les circonstances que nous ne pouvons pas changer. Leurs histoires nous rappellent que la spiritualité authentique n'est pas une évasion de la réalité, mais un engagement plus profond avec elle. Que la compassion véritable inclut la compassion envers soi-même. Que l'acceptation de l'impermanence ne signifie pas la passivité, mais la liberté de créer de la beauté sans s'attacher aux résultats. Et que la compréhension du karma ne nous donne pas le contrôle sur les conséquences, mais la responsabilité de nos actions. En fin de compte, ils ont tous appris la même leçon fondamentale, que la vie est trop complexe pour être réduite à des formules simples, trop riche pour être mesurée en points, et trop précieuse pour être gaspillée en essayant de la contrôler. La vraie sagesse consiste à embrasser cette complexité, à célébrer cette richesse et à honorer cette préciosité en vivant avec authenticité, compassion et présence. C'est peut-être cela, la véritable illumination. Non pas l'acquisition d'un pouvoir sur la réalité, mais la libération du besoin de la contrôler. Non pas la perfection de nos actions, mais l'acceptation de notre humanité imparfaite. Non pas l'élimination de la souffrance, mais la transformation de notre relation avec elle. Et si vous vous trouvez un jour en train d'essayer d'appliquer la sagesse ancienne à votre vie moderne, souvenez-vous de ces trois personnages. Soyez ambitieux dans vos aspirations, mais humbles dans vos attentes. Travaillez dur pour améliorer le monde, mais acceptez que vous ne pouvez pas le sauver seul. Cherchez la perfection, mais trouvez la paix dans l'imperfection. Parce qu'au final, la vraie sagesse ne se trouve pas dans les manuels ou les systèmes, mais dans la capacité de rire de nos propres tentatives de tout comprendre, d'aimer malgré nos échecs, et de continuer à essayer même quand nous savons que nous ne réussirons jamais complètement. Et c'est peut-être la plus belle leçon de toutes, que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie essentielle du voyage vers la compréhension. Que nos erreurs ne sont pas des obstacles à la sagesse, mais des portes d'entrée vers elle. Et que la vraie illumination ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever avec grâce, humour et compassion. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis de la paix qui vient de l'acceptation, de la joie qui naît de la simplicité et de la sagesse qui grandit dans l'humilité.